pas tout le monde qui réussit à voir le problème autrement pour le dépasser, avant même d'avoir pris une décision. Et c'est donc c'est de l'élitisme de la perception. Pour dire, tiens, la semaine dernière, il y avait un télescope tout nouveau qui avait été lancé dans l'espace par la communauté scientifique internationale, télescope Webb. Eh bien, ce télescope-là, eh bien, c'est une démarche qui reste dans la démarche habituelle de la science, de l'observation. C'est donc une démarche très élitiste qui consiste à voir davantage, à voir encore plus loin. Voir encore plus loin, prendre de la hauteur, voir toujours plus loin, voir toujours plus de détails et voir toujours plus précis, même aussi plus proche. Hein. Donc les microscopes, ils sont aussi allés très loin. Il n'y a pas que les microscopes, il n'y a pas que les télescopes, mais voir mieux pour décider mieux, voir plus loin pour se donner c'est une vision, donc un horizon. Et c'est pour ça que c'est une approche élitiste. Hein. Cette volonté de mieux voir, c'est une forme d'élitisme. Et donc c'est aussi une autre façon de s'imposer et de se faire respecter par un exploit. Donc on ne se fait plus respecter par la violence, donc par la discipline de plus en plus rigoureuse, autocratique, violente, despotique, écrasante, et on ne se laisse plus faire par dépit dans une coopération qui est devenue invivable, et ce qui est souvent reproché au multiculturalisme français par exemple, et où il y a, comment dire, un écrasement des minorités, et que même parfois aussi, malgré le succès d'Obama qui reste encore présent aux États-Unis et qu'il y a encore un malaise interethnique aux États-Unis, comme l'a pu le montrer les violences policières ou le mouvement Black Lives Matter. Et bien pour dépasser tout ça, il faut savoir s'imposer. Et s'imposer comment? Différemment, de manière élitiste, c'est-à-dire par un exploit, une compétence. Réussir à voir plus loin, par exemple, c'est une compétence élitiste. Ce n'est plus simplement brutaliser qui permet de s'imposer et d'imposer une discipline, ou ce n'est plus simplement abdiquer, capituler, se laisser faire, se sacrifier, qui permet de se montrer, on va dire, plus noble, plus moral pour résoudre le problème. Donc sans sacrifice et sans violence, un élitisme qui permet de s'affirmer autrement et de montrer une compétence et donc sortir du cadre dramatique, voir plus loin et voir mieux et voir plus près aussi, voir plus de détails. Et à ce moment, ça c'est en théorie, n'est-ce pas? Si on essaie de prendre un exemple, c'est lorsque par exemple Mandela invitait les Sud-Africains à dépasser les couleurs et à voir l'humanité. Donc il proposait de voir plus loin que les couleurs. Et donc c'était un succès. Ou le récent décès de l'archevêque Tutu, qui lui aussi a participé à ce pacifisme, à s'affirmer autrement, et donc c'était aussi élitiste, hein, donc c'était un élitisme post-ethnique. Donc ils ont réussi à inciter les Africains à voir plus loin que la couleur de Sud-Africains, à voir plus loin que la couleur de peau. Ça leur a réussi. Mais ça leur a réussi à un moment, parce que maintenant, il y a d'autres problématiques qui sont apparues, qu'on parle souvent de problématiques économiques. Et ces problématiques économiques-là, elles ont fait réapparaître les couleurs de peau. Mais en fait, on comprend que ce n'est pas simplement les couleurs de peau qui sont actuellement le problème de la Sud-Afrique ou aux États-Unis, de Black Lives Matter, ou en Europe aussi. Les problèmes interethniques ne sont plus simplement la couleur de peau. Ça a été résolu, ce problème-là. Donc le post-racial, il a été accompli. Donc post-ethnique dans le sens où, cette fois-ci, on doit résoudre un problème social de pauvreté. On doit résoudre un problème social d'écart des inégalités, et surtout, on doit réussir à trouver et à voir plus loin. Et pour cela, la proposition, c'est tout simplement celle de l'écologie. L'écologie nous permet de voir plus loin que les questions sociales qui existent actuellement. L'écologie dans le sens où le problème est climatique, c'est international, c'est mondial. Ce n'est plus simplement une affaire de couleur, ce n'est plus simplement une affaire d'être humain. C'est la vie qui est en danger. C'est la vie elle-même qui est en danger. Et c'est dans ce sens-là qu'on réussit à dépasser les questions sociales humaines
en remarquant que ce n'est plus les riches contre les pauvres, la métropole contre les provinces, ce n'est plus l'Afrique contre l'Europe, ce n'est plus on va dire, bref, toutes les différentes catégories qui se disputaient. Ce n'est plus ça le problème. Le problème, il concerne le vivant maintenant. C'est le vivant qui est en danger. Et celui qui voudra dire que l'écologie est un énième marxisme de lutte des classes se trompe. Celui qui voudra dire que l'écologie est un énième victimisation des pays du Sud pour demander de l'argent aux pays du Nord, il se trompe. C'est dans le sens où les réfugiés climatiques ne font pas de chantage aux émotions d'un sauveur qui viendrait, qui aurait une attitude paternaliste pour les délivrer. Non, ça c'est faux. Le problème climatique est réel. Le problème climatique est réel et en passant de ce problème-là qu'il faut voir de manière beaucoup plus loin, on réussit à comprendre que c'est une autre façon de s'imposer dans le débat et de gagner le débat et aussi d'imposer une nouvelle discipline et aussi de proposer une nouvelle coopération. Dans le sens de coopération, c'est-à-dire accepter une vulnérabilité. Qui va accepter sa vulnérabilité? Qui va se reconnaître comme le plus vulnérable? Dans les questions raciales qui ont déjà été résolues, les minorités ethniques, par exemple, à chaque fois, elles se faisaient de plus en plus, malgré qu'elles essaient de reconnaître leur vulnérabilité, elles ne se faisaient pas écouter, elles se faisaient sacrifier. Oublions ça. Oublions ce sacrifice inutile et essayons donc de revoir, de toutes les situations, de tous les pays du monde, quels sont les plus vulnérables climatiquement. Et quels sont on va dire, les meilleurs, on va dire, les plus engagés climatiquement, les plus impliqués pour la cause climatique, pour imposer leur discipline, et quels sont les plus vulnérables pour reconnaître les propositions de discipline normative en écologie. Et à ce moment, Djibouti, par exemple, on est dans une vulnérabilité, on est dans une région très vulnérable géopolitiquement, et cette vulnérabilité géopolitique de Djibouti doit être, pour les Djiboutiens, reconnue. Et lorsqu'on reconnaît cette vulnérabilité de Djibouti vis-à-vis de tous les problèmes de nos voisins ou même du reste du monde, on réussit à trouver, à mieux voir, à mieux réfléchir, plutôt que de se laisser sacrifier au conflit interethnique de nos voisins. Et c'est à ce moment, par exemple, qu'il y a eu un partenariat entre Djibouti et les États-Unis ou encore avec les pays de l'OTAN ou le Japon, etc. C'était que, à une époque, Djibouti avait reconnu sa vulnérabilité géopolitique. Aujourd'hui, Ismaël Omar Guelleh a complètement perdu de vue cette situation de Djibouti et l'importance de Bab el-Mandeb et de sa vulnérabilité. Et il n'a aussi plus à reconnaître quelle discipline géopolitique accepter, par exemple. Donc, si on sort du cadre écologique et qu'on rentre dans un cadre de géopolitique, Djibouti est une vulnérabilité géopolitique. Ce n'est pas une puissance géopolitique, Djibouti. Djibouti est une vulnérabilité géopolitique. Et ce n'est pas à Djibouti de dicter aux autres une discipline géopolitique. C'est à Djibouti donc de reconnaître une discipline géopolitique, par exemple. Et ainsi, donc ça, un deuxième exemple, après l'écologie, et donc un deuxième exemple sur la géopolitique, de sortir des conflits interethniques et lorsque c'est toujours les mêmes minorités ethniques qui sont sacrifiées et quand on voit le problème autrement, quand on essaie de prendre de la hauteur et de voir plus loin le problème et puis pour revenir à prendre d'autres formes de décision, ce sera tout donc pour cette vidéo. Donc je vous remercie de la présence. Je vous invite à réfléchir, un peu dense, un peu compliqué. Et une petite parenthèse pour ceux qui critiquent les métis. Le métissage, il y en a qui en font une force. Non, ce n'est pas une force, c'est une vulnérabilité. Et pourtant, c'est aussi une vulnérabilité qu'il faut reconnaître pour réussir à tirer un avantage de cette vulnérabilité. Donc le multiculturalisme, par exemple le métissage ou la mixité, c'est une vulnérabilité. Donc il faut savoir tirer, avantage, à condition aussi de savoir selon quelle discipline, l'insérer et quelle va être dans cette discipline
de relations humaines à imposer, ben, c'est tout simplement les droits de l'homme et donc les libertés individuelles. Et donc, c'est toujours dans le post-ethnicisme. Donc, la démocratie, par exemple, c'est une excellente discipline politique qu'il faut reconnaître pour mieux valoriser ben, cette fragilité que représente le métissage et qui est au centre aussi ben, du cosmopolitisme. Donc, quand on parle de cosmopolitisme ou de métissage comme une force, c'est au sens figuré. Et il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas facile. Hein. Au contraire. Au contraire, donc... mais c'est aussi donc un atout, donc c'est un avantage. Et réussir à mieux le connaître, c'est sortir aussi de cette victimisation. Et enfin, eh ben, les sociétés cosmopolites, comme les grandes villes cosmopolites, pourraient revoir aussi ben, tout bêtement leur façon de s'organiser et aussi de revoir aussi leur façon de voir leur multiculturalisme. Et arrêtez de brandir, merci Daouda, arrêtez de brandir le métissage comme une force. Oh non, mais vous êtes en train de m'exposer et de me mettre comme une cible de tous les haineux. Non, non, non. Le métissage, c'est pas une force, hein. C'est une vulnérabilité, c'est très fragile. C'est très fragile. Arrêtez de mettre les métis dans la ligne de mire de tous les frustrés et autres, on va dire, suprématistes raciaux. Non, non, non. Et pareil donc pour toutes les autres questions, on va dire, tiens, pour la féminité et autres, pour le féminisme et toutes ces questions-là de minorités, les minorités ne sont pas des dictateurs. Arrêtez de raconter ça. Arrêtez, surtout pas. Surtout pas. Donc, pour terminer sur la question des minorités et des multiculturalismes, les minorités, arrêtez de faire passer les minorités pour des dictateurs. C'est faux. C'est pas les minorités qui font la loi. Au contraire, les minorités, c'est des fragilités qu'il faut reconnaître. Et puis voilà. Sur ce, bah, encore merci de la présence. Je vous remercie de l'écoute. Je vous invite à partager. Merci Daoud pour ta réaction. Et donc, on va essayer de voir à Djibouti ben, quelles sont les vulnérabilités qu'il faut reconnaître et savoir ben, accepter au lieu de s'entêter. Et reconnaître aussi ben, que ce soit géopolitiquement, surtout Djibouti, c'est une vulnérabilité géopolitique. Hein. Et cette vulnérabilité géopolitique est plus importante même que toutes les autres vulnérabilités sociales quand on parle. Donc, il faut bien reconnaître que la vulnérabilité géopolitique de Djibouti est plus importante que toutes les autres questions de pauvreté dont on parle de Djibouti. Djibouti est pauvre, peut-être. Mais géopolitiquement, on peut dire que la situation de Djibouti est plus enviable que les pays voisins. Mais c'est surtout géopolitiquement que Djibouti est le plus vulnérable. Accepter cette vulnérabilité, ça permet ben, à beaucoup de gens de Djiboutiens d'arrêter de se prendre pour des rebelles et autres maquisards et qui prennent des armes un peu trop vite. Et c'est donc dans ce sens-là que, par exemple, je plains la situation du lieutenant Fouad ou que je plains la situation du FRUD armé qui a oublié la vulnérabilité de Djibouti et pour qui ben, la vulnérabilité de la pauvreté dans le nord ou de Tchadjoura ou Obok ont été beaucoup plus graves à ses yeux que la géopolitique djiboutienne. Etc. Donc les problèmes sont nombreux. Hein, et c'est donc il faut revoir, lorsqu'on parle de conflit, avant de prendre des décisions, dans les conflits et d'adopter de prendre une décision qui va reconnaître sa vulnérabilité pour ne pas se sacrifier. Quoi. Et quelle vulnérabilité ne pas sacrifier? C'est une décision à prendre. Mais des fois, lorsque la perception est mal faite, eh ben, les minorités se sacrifient ou bien... Donc Tadjoura a été sacrifié par le feu d'armée, par exemple, parce qu'ils ont mal évalué ben, quelle était la plus grande vulnérabilité de Djibouti, et que ben, les crétins du régime d'Ismaïla Omar Guelleh sont montrés encore plus violents au lieu d'essayer d'affûter leur perception de la situation et de comprendre que ben, Djibouti, avant de voir la menace Afar, avant de voir la menace de Tadjoura, eh ben, il y avait d'autres menaces qui étaient plus importantes. La menace, on va dire, dans la région, c'est pas que Tadjoura n'est pas une menace. Tadjoura est vulnérable. Il y a d'autres menaces qui sont plus importantes. Donc, pour imposer une discipline de la capitale Djibouti vis-à-vis ben, des autres villes de la région, eh ben, l'attitude du régime d'Ismaïla Omar Guelleh a été la plus mauvaise. Et pour faire accepter aux autres villes de la région une décentralisation, on va dire une autorité de capitale,
C'était la géopolitique qu'il fallait expliquer. Et donc, dans ce sens-là, ben, ce débat de géopolitique a été absent de la part de Hassan Goulet. Donc, c'est lui qui a qui a trompé et qui a ressorti les vieux conflits Afar Issa. Non, Tadjoura et Djibouti-Ville ne sont pas en conflit Afar Issa. Tadjoura et Djibouti-Ville, eh ben, ils sont, on va dire, en situation d'une ville et de sa capitale. Et dans ce sens-là, ben, il faut réussir à mettre de l'ordre dans cette situation-là et à imposer une discipline républicaine. Et pour imposer cette discipline républicaine, il ne fallait surtout pas sortir les vieilles cartes Afar Issa. C'est la faute de Hassan Goulet. Ouf, je suis allé un peu loin. Hein, et il faut dire que je suis en train de m'éterniser dans la vidéo que je voulais faire courte. Il y a des choses que je ne dis pas. Il y a des choses que je ne dis pas. Que j'ai arrêté de dire. Même celles que je disais avant, il y avait toujours pire que je ne disais pas. Il faut comprendre que ben, tout ne peut pas se dire. Et malgré tout, ben, il faut trouver faut résoudre des problèmes. Et c'est dans ce sens-là que c'est toujours compliqué et de trouver les mots justes. Et cette démarche de trouver les mots justes, d'affûter à chaque fois sa perception des problèmes, c'est élitiste. Et puis voilà, donc un dernier mot encore pour l'islam, par exemple, le mouvement post-islamiste dans les pays arabes, il devait être aussi inséré dans une démarche post-ethnique. Et comprendre qu'à l'aube même de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans une démarche post-ethnique. Il a quitté sa ville natale, il a quitté sa famille pour suivre ses amis, pour choisir une communauté en quittant ses grands-parents. Il a renoncé à son père, qui n'était pas né musulman, qui n'était pas mort musulman. Il a renoncé à son oncle, qui n'était pas musulman, pour vivre avec ses amis à Médine. Donc, c'était une démarche post-ethnique. Et c'est pareil, donc si